Donc je vais vous parler aujourd'hui de la façon dont l'astrologie parle des femmes. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur les femmes, sur le féminin. Les femmes sont un sujet d'étude beaucoup plus intéressant que les hommes au regard de l'astrologie, notamment au regard de l'astrocyclon. Cela tient au fait que les femmes sont directement en prise avec la notion de cycle, la notion de rythme. On le sait pour toutes sortes de raisons, bien entendu, notamment la question de la menstruation, du cycle de grossesse, etc. Mais on aurait tort de limiter cette cyclicité, cette cyclologie à ces aspects-là qui sont bien connus depuis longtemps. Donc mon apport consiste à montrer qu'il y a d'autres cyclicités féminines qu'il faut également intégrer et qui, elles, relèvent plus de la psychologie que de la physiologie, bien que les deux soient forcément intriqués. Donc c'est cet aspect de la psychologie cyclique des femmes. Comment se fait-il qu'elles passent par des états psychologiques successifs, parfois un peu contradictoires, que je voudrais développer ici, dans l'espoir que ça intéresse les milieux médicaux, les milieux scientifiques, et que même si ce n'est pas de l'astrologie traditionnelle, même si ça n'implique pas tout l'arsenal de l'astrologie traditionnelle, notamment pas le thème natal, pas toutes les planètes, néanmoins, c'est une contribution à l'amélioration de l'image de l'astrologie, en tout cas de la relation entre les hommes et les astres, qui n'est nullement négligeable et qui constitue une progression considérable pour l'image scientifique de l'astrologie. Alors vous savez que le terme que j'ai employé, je n'emploie pas le terme astrologie, j'emploie le terme astrocyclon pour désigner mes travaux sur le site de Saturne en rapport avec les 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut. Alors, je vais être extrêmement simple dans ma démonstration, dans mon exposé. Je vais donc dire qu'il y a un moment où les femmes sont rattrapées par le passé, sont omnibulées par le passé, et d'autres périodes, en alternance, où elles sont au contraire fascinées par le futur, par ce qui n'est pas encore advenu. Et elles vont donc passer, au cours d'un cycle de 7 ans, par ces états successifs, qui vont évidemment les conduire à des comportements totalement différents. Mais ce n'est pas en même temps que ces comportements se présentent. Ça, c'est un des grands reproches que je fais à l'astropsychologie, c'est de mettre en vis-à-vis des comportements qui n'existent que dans la succession et dans le temps. Il n'est pas normal de dire qu'une personne est à la fois A et B au même moment, alors qu'elle n'est que A à un certain moment et B à un autre moment. Donc c'est cette conception de l'astropsychologie que j'ai, qui est une astropsychologie cyclique, où tous les éléments existants ne sont pas simultanément en action, ne sont pas simultanément activés. C'est ce que certains astrologues disent quand ils disent que tel transit joue plus sur tel aspect ou sur telle position natale, et que tel autre transit va activer tel autre aspect de la position natale, mais dans beaucoup de cas, malgré cette éventualité, évidemment, qui existe en astrologie, dans beaucoup de cas, on a quand même tendance à considérer que le thème est un tout et que tous les facteurs du thème se manifestent à peu près en même temps. Et ça, à mon avis, c'est une dérive paresseuse qu'il faut disons, signaler et blâmer. Alors, actuellement, nous sommes donc avec Saturne dans le dernier décan du Scorpion, si on veut, c'est-à-dire après autour de 20 degrés Scorpion, et nous sommes en plein enclenchement de la phase montante de Saturne, puisque Saturne se rapproche progressivement de l'étoile fixe Antares, qui est à 9 degrés du Sagittaire.
et il restera en ce que j'appelle la phase montante à peu près, jusqu'à peu près une quinzaine de degrés après avoir passé la conjonction avec cette étoile, et à ce moment-là, il va passer progressivement dans une phase descendante, dont on parlera plus tard, par la suite. Actuellement, nous sommes donc dans une phase montante, ascendante de Saturne, et cela déclenche, je dirais, de manière quasiment automatique, chez les femmes, un certain type de comportement, qui a forcément des implications sur leurs partenaires et sur les hommes en général. Mais ce sont elles qui sont le facteur déclencheur. En quoi ça consiste? Alors, Internet a beaucoup favorisé ce genre de processus, puisque par Internet, on retrouve la trace de gens qu'on avait perdus de vue, par exemple. Et on peut la contacter beaucoup plus facilement. Donc, là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le progrès technique, finalement, par certains côtés, met encore plus en évidence certains phénomènes comportementaux cycliques que par le passé. Et on verra d'ailleurs tout à l'heure que Internet également favorise des rencontres avec des étrangers, avec des gens qu'on n'a jamais connus. Donc à la fois, Internet est une mémoire extraordinaire du passé et à la fois une ouverture remarquable vers le futur, qui sont justement ces deux pôles. Alors, à contrario, les hommes, eux, seraient dans le présent. C'est ça, cette dialectique. Les femmes seraient dans une sorte de continuum passé-futur, et les hommes seraient réellement dans l'ici et maintenant. Alors, je reprends mon exposé en disant que, actuellement, selon mes pronostics, qui sont des pronostics statistiques, mais qui sont aussi valables aussi bien collectivement que individuellement, sans qu'on ait besoin en aucune façon de faire le thème natal, actuellement, les femmes sont dans une problématique du souvenir, dans une problématique de la mémoire, et elles se manifestent souvent à des personnes qu'elles avaient perdues de vue, dont elles avaient dit qu'elles ne faisaient plus partie des personnes qu'elles fréquentaient, et soudainement, elles se manifestent. Bon, elles émergent, elles apparaissent dans la vie d'un certain nombre de personnes, d'hommes notamment, et d'hommes qui, par ailleurs, ont refait leur vie, bien évidemment, ou qui, enfin, bon, dont elles ne savent pas très bien où ils en sont dans leur vie, notamment dans leur vie amoureuse, mais elles se manifestent, et ça a parfois des effets dramatiques, et notamment, ça peut créer des dilemmes. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne qui voit une femme apparaître dans sa vie, réapparaître plutôt, il est peut-être déjà avec quelqu'un d'autre, généralement c'est déjà le cas, et il doit se demander s'il reste avec cette personne avec qui il est maintenant, ou s'il renoue avec la personne qu'il a marquée, auparavant, parfois 10 ans, 20 ans plus tôt. D'ailleurs, à ce propos, il y a deux films qui viennent de sortir, le film de Alain Resnais et le film de Claude Lelouch, qui nous parlent curieusement de ces questions-là. Le film d'Alain Resnais est tout à fait étonnant, puisqu'il s'agit d'un personnage qui s'appelle Georges, et qu'on ne voit d'ailleurs jamais à l'écran, et qui fascine plusieurs femmes de ce qu'ils ont connu à différents moments de sa vie, et qui veulent à tout prix passer des vacances aux Canaries avec lui. Voilà. Donc, et puis dans le cas du film de Lelouch, c'est un père qui a eu 5 filles, et ces filles se réapparaissent, se retrouvent toutes les 5 autour de lui, avec un certain nombre de circonstances assez spéciales qui se succèdent, et avec une fin tragique du père, pour autre raison. Et donc on voit tout d'un coup ces femmes qui sont dans un processus, dans un trip de souvenirs, un trip rétroactif, un trip nostalgique. Et je crois que beaucoup de femmes qui voient ce film doivent se sentir concernées par ce film, parce que justement, il réveille quelque chose. Et d'ailleurs, ce film peut même réveiller effectivement un processus. Donc actuellement, le grand plaisir des rencontres hommes-femmes s'articule sur le souvenir.
rien n'est plus puissant que le souvenir, parfois un petit peu magnifié et édulcoré de relations antérieures qui ont eu lieu ou qui auraient pu avoir lieu ou qui ont bel et bien fonctionné. Et donc ça, c'est le piment actuel de nos existences aux uns aux autres, que d'avoir à rencontrer ce genre de situation que l'on va gérer alors diversement, avec plus ou moins de sagesse, plus ou moins d'à propos. Et il faudrait aussi que nos partenaires, des hommes comme des femmes, comprennent la situation. Ça me paraît essentiel. Qu'ils comprennent cette espèce de pulsion, de tropisme vers le passé, et qu'ils sachent le gérer sans que ça fasse scandale. Il faut donc une certaine indulgence, une certaine tolérance de la part des partenaires. Et d'ailleurs, nous avons tous aussi à être indulgents par nos propres partenaires, donc c'est une indulgence réciproque. Chacun a des comptes à régler, en quelque sorte, avec le passé, avec son passé, avec ce qu'on a vécu et ce qu'on a provoqué dans le passé. Et c'est une relation qui est un petit peu karmique, si on peut dire, même si ça ne renvoie pas forcément aux vies antérieures, mais pour nous, en astrologie astrocyclonique, les vies antérieures, ce sont les cycles de 7 ans. Donc, quelqu'un qui a 60 ans, il a des vies antérieures tous les 7, qui remontent de 7 ans en 7 ans. Ce qui démystifie un petit peu l'idée d'une vie antérieure avant la naissance. Chaque cycle de 7 ans est un redémarrage de quelque chose. À ce propos, j'écoutais l'autre jour à la radio des économistes parler aussi de ces questions de cycle. Il s'agissait de fusion d'entreprises, notamment la fameuse affaire Numéricable, Bouygues, etc., et puis l'affaire Lafarge, où on se disait, mais pourquoi y a-t-il un bouillonnement de fusion, acquisition actuellement? Et c'est intéressant aussi, parce que ça implique aussi cette espèce de processus comme ça, de rencontre, de dépassement de l'espace-temps, on appelle ça. C'est-à-dire, le temps, les distances dans le temps sont un petit peu aplanies, mais les distances aussi spatiales sont également aplanies, et donc le monde devient très petit finalement. Le monde, l'espace-temps se rétrécit comme une peau de chagrin. Alors je passe à présent à la deuxième phase, pour faire d'autant plus ressortir la première, c'est-à-dire la phase descendante qui va être le témoin, le théâtre d'un tout autre comportement de la part des femmes. Et c'est un peu ce qu'on appelle le passage de la fascination au rejet, pour employer une expression chère à Elisabeth Tessier dans sa thèse de doctorat de la Sorbonne. Fascination pour l'homme en phase montante, et rejet quelque part de l'homme en phase descendante. Rejet en sens, non pas de rejet à proprement parler, mais une forme de distanciation, de mise à distance de l'homme, dont on veut bien profiter des œuvres, aussi bien les enfants que les œuvres intellectuelles ou les entreprises, mais dont la présence elle-même n'est pas forcément souhaitée davantage. Et d'une manière générale, cette phase conduit les femmes à ce que j'appelle une espèce de fuite en avant vers le futur. Tout à l'heure, c'était une fuite en arrière vers un passé plus ou moins immémorial, qui d'ailleurs peut renvoyer effectivement à des choses extrêmement primitives et préhistoriques. Et là, au contraire, il s'agit d'un dérapage, d'un shift vers une utopie, vers un monde complètement nouveau, vers une ère nouvelle, vers la fin des temps, vers d'autres temps, etc. Tout un délire comme ça qu'on a bien vu d'ailleurs à la fin de 2012 avec l'affaire Maillard, mais enfin c'est mon problème. Mais les femmes sont parfois tentées de souscrire à ce genre de spéculation sur le futur, qui d'ailleurs les implique directement, parce que souvent elles veulent envisager une autre société qui ne fonctionnerait pas comme la société patriarcale ancienne, mais qui serait une société matriarcale en quelque sorte. Donc à ce moment-là, c'est plutôt, on n'est plus dans le souvenir, on est dans l'imaginaire, on n'est plus dans le fantasme, parce que le mot fantasme d'ailleurs a deux sens en français.
le fantasme, c'est aussi le fantôme, donc c'est à la fois le passé, mais c'est aussi un fantasme concernant ce que pourrait être le monde de demain. Donc dans les deux cas, on est dans le fantasmatique. Et là aussi, il y a un problème au niveau des couples, au niveau des relations entre les hommes et les femmes, qui n'est plus de l'ordre du souvenir, du passé qui nous rattraperait, du passé avec lequel on a des comptes à régler, mais il s'agirait d'un autre défi qui est celui du futur, ce qu'on appelle aussi quitter la proie pour l'ombre, hein, c'est-à-dire le présent, c'est-à-dire que les femmes ont toujours un rapport compliqué avec le présent. Soit le présent n'est pas aussi lumineux que le passé, soit il n'a pas cette dimension fascinante du futur. C'est un peu Madame Bovary avec ses frustrations, ses espérances, ses attentes, qu'a bien décrite, qu'a bien mis en scène Gustave Flaubert. Et là, les femmes sont dans une autre forme d'insatisfaction, d'un autre ordre cette fois-ci, qui les conduit à chercher du tout beau, tout neuf, ce qui peut d'ailleurs les amener à vouloir quitter leur pays pour aller vers un étranger, vers une terra incognita, vers des cieux nouveaux. Et dans ce cas-là, on part à l'aventure, on part vers ce qui n'a pas encore existé, et on y attend des miracles, on y attend en tout cas des sensations particulières. Donc la femme est tout le temps en train est à la recherche de sensations qui viendraient soit en se replongeant dans le passé, soit en se plongeant dans un futur, mais qui peut être aussi un étranger, qui peut être aussi un espace, un ailleurs. Alors, donc voilà ce que je propose, n'est-ce pas? Alors ça peut être vérifié, ou en tout cas testé statistiquement, de considérer qu'il y a à peu près, en gros, sur un espace de 7 ans, il y a à peu près 3 ans qui sont de phase montante, donc qui renvoient au passé, et 3 ans de phase descendante qui vont vers l'avenir, c'est-à-dire vers... alors, on pourrait expliquer ça. Alors, comment ça se produit, pour quelles raisons ça se produit, qu'est-ce qui explique que ça se produise, c'est un autre problème, qu'on peut d'ailleurs aborder en conclusion. Les femmes sont en quelque sorte programmées. Elles sont programmées surtout à réagir à des signaux. Il y a des signaux cosmiques. Ces signaux cosmiques, c'est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rapprochement entre Saturne, qui met 30 ans pour faire le tour du zodiaque, et les 4 étoiles fixes qui, elles, restent où elles sont, et qui sont à peu près séparées, en gros, de 7 ans, elles sont séparées de façon à ce que le cycle de 28 ans puisse être divisé en 4 périodes de 7 ans. C'est une division empirique, c'est-à-dire que ce n'est pas les hommes qui ont inventé ça, ils ont seulement pris, ils sont aperçus qu'il y avait cette division dans le ciel, et ces 4 étoiles fixes formant une sorte de quadrilatère qui va découper le cycle de Saturne en 4 phases de 7 ans, tout comme les rapports de la Lune et du Soleil divisent le mois en 4 semaines. C'est un peu ce principe-là. La raison pour laquelle Saturne a été choisi est liée à cette idée que Saturne réédite sur un mode majeur ce que la Lune réalise sur un mode mineur. C'est-à-dire, effectivement, on passe de 7 jours à 7 ans. Alors c'est donc quand même... on a une dimension 365 fois plus longue qu'avec la Lune. C'est pour ça que j'appelle Saturne, j'appelle ça la super Lune. La super Lune au lieu de Saturne. Et donc, elles sont effectivement programmées pour se déclencher dans un sens et dans l'autre, alors que les hommes, eux, ils sont réellement dans le présent. Et en linguistique, d'ailleurs, le présent n'a pas le même statut que le passé et le futur. C'est un moment qui n'existe d'ailleurs pas dans certaines langues.
comme le russe, comme l'arabe, etc., où on dit, on doit lui dire je suis grand, on dit je grand ou tu grand. Voilà. Et donc le présent c'est un temps très particulier et c'est le temps de l'homme, c'est le temps du live, c'est le temps du direct, c'est le temps de quelque chose qui se produit ici et maintenant, dans l'instant, et ce n'est pas le temps de la femme. Le temps de l'homme, et c'est le présent, le temps de la femme, c'est ce continuum du passé vers le futur. Et l'homme permet à la femme de, quelque part, de s'ancrer dans le présent, si on peut dire. C'est-à-dire de vivre fortement le moment présent. On peut dire par exemple que l'acte sexuel est une façon pour la femme d'être complètement dans le présent. Mais il y a d'autres sensations, d'autres expériences qui sont également dans le présent, et qu'il est bon que la femme découvre, comme l'improvisation, le fait de parler sans texte, de faire une musique sans partition, tout ce qui est un petit peu improvisé, au moins improvisé veut dire quelque part quelque chose qui est dans le présent, dans le moment immédiat, et c'est une chose qui est assez étrangère aux femmes quelque part. Les femmes sont trop, elles ne regardent pas trop tant ce qui est devant elles que ce qui pourrait être ou ce qui a pu exister. Elles sont dans une sorte de continuum très différent de l'homme, et ça crée évidemment toutes sortes de conflictualités, et justement quand à chaque instant on a une conflictualité, puisque en phase montante de l'astrocyclone on a une conflictualité entre le présent et le passé, et en phase descendante on a une conflictualité entre le présent et le futur. Alors c'est assez compliqué à gérer. Qui va l'emporter? À certains moments, le passé phagocyte le présent, à d'autres moments, le présent se défend et résiste au passé. À certains moments, le futur écrase le présent. Et à d'autres moments, par exemple, des plans quinquennaux, par exemple, les fameuses théories comme ça de projection vers l'avenir. Et à d'autres moments, le présent arrive à résister au futur. Voilà, donc là on est au cœur de l'existence humaine. Et par conséquent, c'est cela que j'apporte au niveau de ce qu'on pourrait appeler une anatomie de la psyché, qui viendrait s'emboîter sur l'anatomie du corps, et dont on ignore exactement si elle peut être manifestée au niveau, par exemple, des neurosciences. Il serait intéressant de voir si, en phase ascendante, certaines zones du cerveau mémorielles sont activées, chez les femmes notamment, et en phase descendante, d'autres zones qui sont plutôt de l'ordre de l'imagination, de l'invention, qui seraient activées également chez les femmes. Je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là qui permettraient d'avancer considérablement dans le domaine des neurosciences. Et je crois que l'astrologie peut faire ce cadeau aux neurosciences et aux sciences en psychologie en général. Et d'une manière générale, je dirais qu'on peut difficilement envisager, une fois qu'on a accepté ces outils, par exemple, tout le traitement psychologique doit être reconsidéré à la lumière, à l'aune de ce système. Car la notion de norme et de pathologie est très relative. Par exemple, là, ce que je viens de dire, ça établit une nouvelle norme. C'est-à-dire que certains comportements sont normaux au vu de la phase en question. Et si on n'a pas cette norme-là, eh bien, ils ne sont pas normaux. Donc on voit bien que la notion de norme détermine la notion de dysfonctionnement et même de pathologie. Qu'à certains moments, les hommes soient amenés à vivre d'une certaine manière et à se comporter d'une certaine manière, ou les femmes, si on accepte l'astrocyclone comme norme, on trouvera ça tout à fait normal. Si on ne connaît pas l'astrocyclone, on va faire des spéculations. D'autre part, si on met sur le compte de l'individualité un comportement qui est en fait un comportement collectif, là aussi il y a une erreur méthodologique. Donc ces travaux sur l'astrocyclone ne sont pas du tout innocents,
car ils peuvent remettre en question une grande partie de tout ce qui est dans le domaine des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences de la psychologie, du droit même, parce que on voit bien qu'au niveau du droit constitutionnel, au niveau des calendriers électoraux, l'astrocyclone peut aussi avoir son mot à dire, avoir voix au chapitre, puisque effectivement, on peut se demander s'il est bon, pertinent de faire certaines élections à certains moments et pas à d'autres. Et on peut plus se contenter de faire une sorte de numérologie au rabais en disant voilà, tous les 5 ans on fait ceci, ou tous les 7 ans on fait cela, et puis passer un jour ou l'autre, tout d'un coup on dit on arrête le septennat, on fait le quinquennat. Tout ça, c'est pas très sérieux, et c'est pas très scientifique. On a l'impression que tout ce qui est de l'ordre du temps échappe à la science. Il faudrait quand même revaloriser la notion de science et la notion de temps dans tous les domaines des sciences du vivant, des sciences humaines, des sciences sociales. Le temps est un facteur fondamental. Que jusqu'à présent, on n'ait pas eu beaucoup d'éléments à ce sujet, c'est une chose, mais à présent que nous avons l'astrocyclone, il serait quand même souhaitable de voir les choses autrement. Donc, il y a une révolution copernicienne avec l'astrocyclone. Alors, je voudrais aborder, puisqu'il reste encore un peu de temps, d'autres aspects qui pourraient être traités également dans la foulée, qui sont assez délicats à aborder d'ailleurs, mais pourquoi pas. C'est que les hommes et les femmes, visiblement, sont très différents, hein, très très différents. Et que ça correspond à deux humanités différentes. L'une est une humanité extrêmement primitive, qui est celle des hommes, qui est une humanité pré-technologique, qui est une humanité qui vit dans le présent, dans l'immédiat, et puis une autre humanité qui est probablement beaucoup plus tardive, mais qui est surtout une humanité beaucoup plus biotechnique, biotechnologique, bionique, et qui est celle des femmes. Et donc les femmes seraient, en quelque sorte, des êtres à mi-chemin entre les hommes et les machines, si on veut. Et toute cette dimension cyclique, d'ailleurs, a un côté mécanique qu'on ne peut pas ignorer. Le fait de relier les êtres vivants à des signaux cosmiques auxquels ils sont programmés pour réagir. Il ne s'agit pas de dire que ces signaux agissent sur nous par des processus physiques, mais ils déterminent de façon pavlovienne et hypnotique des comportements chez ceux qui sont programmés pour les recevoir. Il ne s'agit pas là de regarder ce qui se passe à la naissance des gens et de regarder s'il n'y a pas un signal qui est perçu au moment de la naissance, qui serait beaucoup plus difficile à prouver, mais là il s'agit de signaux qui sont perçus et qui sont captés tout au long de la vie et qu'on perçoit dans un continuum, et donc ça n'a rien à voir avec cette espèce d'instantané du moment de la naissance que l'astrocyclone ne prend pas en compte et même qu'il rejette de façon vigoureuse. Donc les hommes, si on fait une sorte de lecture biblique du récit de la création, les femmes auraient été données aux hommes pour, en quelque sorte, les compléter, les prolonger, et peut-être même se substituer à eux, on ne sait pas très bien. En tout cas, il y a une synergie, il y a une symbiose entre l'humanité masculine et l'humanité féminine. Et je crois que le XXIe siècle ne sera pas du tout le siècle de l'égalité entre les hommes et les femmes, sinon l'égalité de droit, jusqu'à un certain point, qui est un problème, l'égalité citoyenne, et encore, mais qu'au contraire, on prendra conscience de manière de plus en plus aiguë de ce qui distingue les hommes et les femmes, au point probablement de considérer l'éducation des garçons et des filles comme des choses totalement différentes, et qu'il ne faut pas mixer les deux populations, en tout cas pas de façon permanente. La conscience du masculin et du féminin sera non pas quelque chose d'éradiqué et d'édulcoré, mais au contraire quelque chose d'exacerbé et de fondamental dans les prochaines décennies.